Iosef, fili David, noli timere, accipere Mariam, coniugem tuam. Quod elimine anatome est, de Spiritu Sancto In memoria eterna. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, nous, elle se situe à Santa Fe. Alors Santa Fe, c'est une petite ville, à l'échelle américaine, hein, bien sûr. C'est une petite ville de 70 000 habitants. Elle est construite en adobe. L'adobe, c'est une sorte d'argile un peu particulière avec cette couleur rouge qu'on voit à l'écran. Santa Fe, il faut savoir aussi que c'est une ville qui est réputée pour la qualité de son air. C'est une des villes les moins polluées au monde. Donc si vous voulez respirer du bon air, allez à Santa Fe. Alors, voilà, ça c'est Santa Fe. La plupart des touristes qui passent dans la ville s'intéressent à l'art, s'intéressent à l'architecture, mais ils ignorent totalement que dans cette ville se situe un endroit un peu curieux. Et pour voir cet endroit un peu curieux, il faut aller au 207 Old Santa Trail. Et là, on y trouve une superbe chapelle au mur beige, dont on va découvrir les murs tout à l'heure, qui s'appelle la chapelle Loreto, et dont l'aspect général rappelle un peu la Sainte-Chapelle de Paris. Et si vous poussez la porte, et vous pénétrez à l'intérieur de l'édifice, puis après vous regardez vers la droite, et bien vous allez découvrir dans un coin de cette chapelle un escalier, une merveille de charpenterie, un escalier en bois. Voilà, ben vous voyez l'intérieur de la chapelle, et donc ce fameux escalier sur la partie gauche de l'image. Et donc cet escalier se déploie sur 2 révolutions complètes avant d'atteindre 7 mètres plus haut une étroite tribune qui surplombe donc la nef de la chapelle. Donc l'escalier est absolument superbe, mais il y a un détail stupéfiant, c'est que la structure en colimaçon semble reposer sur absolument rien du tout. Et on a cette impression très étrange d'escalier suspendu dans l'air. Donc avant de revenir sur cet escalier, on va un petit peu savoir comment il a été construit, comment a été construite la chapelle, et pour en savoir un peu plus sur l'histoire qui entoure cet objet absolument étonnant. Donc en fait, toute l'histoire de la chapelle Loreto commence avec un homme qui est un évêque, qui est l'évêque de Santa Fe, qui s'appelle Monseigneur Jean-Baptiste Lamy. Alors il a un nom français parce qu'il est français, c'est un Auvergnat, il est né en 1814, je crois, voilà, on le voit un peu jeune. Il est né en 1814 dans le Puy-de-Dôme et il a été ordonné prêtre en 1838 et il a immigré aux États-Unis dès les années 1840 pour devenir missionnaire dans l'Ohio. En 1849, on a fondé le vicariat du Nouveau-Mexique et on l'a confié donc à Jean-Baptiste Lamy, qui est venu s'installer dans la toute petite ville de Santa Fe. Donc lui, il a été consacré évêque le 24 novembre 1850, là on le voit déjà beaucoup plus âgé, et donc il s'est installé à Santa Fe en 1851. Et dès son arrivée, le nouvel évêque se dit qu'il faut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans sa nouvelle ville, il y a beaucoup de réformes à entreprendre, parce que c'est une ville qui n'avait pas d'évêque, et donc les mœurs s'étaient libérées, et les gens ne suivaient pas vraiment les règles de l'Église catholique. Donc il a commencé par mettre un terme au concubinage de certains prêtres. Il a dissous des confréries religieuses qui s'étaient formées, on va dire, de manière un peu sauvage. Et puis surtout, Jean-Baptiste Lamy s'est dit il faut propager la bonne parole, donc on va construire plusieurs églises à Santa Fe. Et donc il décide, alors comme il est tout seul, il a besoin de se faire aider, et pour propager la bonne parole et donc remplir sa mission en quelque sorte, il a décidé de faire appel dès 1852 à un ordre religieux qui s'appelle les Sœurs de Lorette en français, ou les Sisters of Loreto en anglais. Alors, il faut savoir que les Sœurs de Lorette, c'est un ordre religieux missionnaire qui a été fondé en 1812 dans le Kentucky par 3 femmes. Alors là, on voit des Sœurs de Lorette. Alors, ce ne sont pas celles qui vont nous intéresser plus tard dans l'histoire, mais en tout cas, ça vous permet de voir leur apparence, on va dire. Là, ce sont des religieuses. Donc, 3 femmes ont fondé les Sœurs de Lorette en 1812 sous le nom des Amies de Marie au pied de la croix.
Alors c'était un nom un peu long, après elles se sont rebaptisées Sœurs de Lorette au pied de la croix, et le mouvement est devenu une congrégation religieuse, et après elles se sont rebaptisées Sœurs de Lorette tout court, et c'était beaucoup plus simple pour elles. Alors pourquoi Jean-Baptiste Lamy s'adresse-t-il à elles? Parce que les Sœurs de Lorette ont acquis une notoriété dans leurs actions, tout autour de leur lieu oui, d'action et comment dirais-je, d'activité religieuse. Elles ont acquis donc une notoriété en matière d'éducation. Et elles sont aussi connues pour être extrêmement tolérantes, aussi bien comment dirais-je, en termes racial que religieux. Et là, elles vont devoir convertir, évangéliser des Indiens. Il y a beaucoup encore d'Indiens à Santa Fe. Donc Jean-Baptiste Lamy se dit, si je fais appel aux Sœurs de Lorette, elles vont bien savoir comment s'y prendre et il n'y aura pas trop de soucis. Voilà. Les Sœurs de Lorette ont fait vœu, alors là je cite, d'améliorer les conditions de vie de ceux qui souffrent de l'injustice, de l'oppression et de la privation de dignité. Un beau. Et donc l'évêque Jean-Baptiste Lamy pense qu'elles vont être vraiment très efficaces pour prendre en charge l'éducation d'une population qui est vraiment encore très peu versée dans le fait religieux. Donc les Sœurs de Lorette acceptent la requête de Monseigneur Lamy et elles envoient donc 6 sœurs vers le Nouveau-Mexique. Alors autant dire qu'à l'époque, elles ne vont pas y aller en avion. Le périple va être extrêmement éprouvant, hein. On est dans les années au milieu du 19e siècle, hein, donc c'est ce qu'on a vu dans les westerns, c'est le Far West. Donc là, elles vont partir de leur base de départ dans le Kentucky. Et donc, une petite troupe menée par la mère supérieure Mathilde, on sait ça figure encore dans les archives, commence d'abord par rejoindre Saint-Louis dans le Missouri. Donc, ils remontent le Mississippi à bord d'un bateau à vapeur qui s'appelle le Lady Franklin. Ensuite, elle monte dans un fourgon bâché brinque-ballon et elle roule en cahotant, direction plein ouest, vers les plaines du Kansas, vers la petite ville d'Independence. Alors, en cours de route, malheureusement, elles sont frappées par le choléra et 2 sœurs réchappent de la maladie, mais mère Mathilde, elle, meurt avant de parvenir au Kansas. Donc, il ne reste plus que 5 sœurs, et qui sont toutes, bien sûr, on peut imaginer, affaiblies, démoralisées. Il faut compter sur la chaleur, le trajet qui est interminable, et en plus, elle traverse un ouest sauvage très hostile à l'époque. Il y a des Indiens, il y a des animaux sauvages, enfin, il peut arriver une quantité de dangers. Alors, il faut croire qu'elles sont quand même protégées par la Providence, parce que les sœurs, donc Madeleine, Catherine, Blandine, Hilaire et Robert, les 5 sœurs, arrivent finalement à Santa Fe, au nord du Nouveau-Mexique, en 1848. Il faut savoir que à ce moment-là, Santa Fe et cette zone au nord du Nouveau-Mexique sont passées sous contrôle américain depuis seulement 4 ans. Avant, c'était mexicain. Et donc, les 5 sœurs de Lorette sont vraiment des femmes ferventes, déterminées. Et donc, elles s'installent à Santa Fe. Voilà, on a une vue de Santa Fe à l'époque. Donc, très, très peu de maisons, hein, presque un petit village. Elles apprennent à vivre au milieu des Indiens et des Mexicains. Et elles logent dans une toute petite maison en briques rouges d'une seule pièce. Alors, ils ont un allié de poids qui est le Monseigneur Lamy, bien sûr, qui les aide de manière totalement inconditionnelle et qui d'ailleurs désigne Sœur Madeleine comme la nouvelle supérieure pour remplacer la mère Mathilde qui est morte. Et la première mission que l'évêque confie à ses sœurs, c'est de faire bâtir une école et une chapelle. Alors, pour la circonstance, on va engager des ouvriers mexicains, donc qui commencent par édifier l'école. Donc l'école devient le collège de Lorette. Donc là, je crois qu'on a une vue de Santa Fe qu'on peut montrer, Guillaume, qui nous permet de voir Santa Fe un peu plus tard, donc un peu plus grand. Voilà. Ça reste une toute petite ville, hein. Et ensuite, on peut zoomer sur l'image d'après pour voir exactement la zone qui nous intéresse. Voilà. Et là, on voit donc le collège qui est bâti par les ouvriers mexicains à la demande des Sœurs de Lorette, et juste à côté, la chapelle. Alors la chapelle, on y reviendra un tout petit peu après. Il faut savoir que l'école commence à accueillir ses premiers élèves en 1854. Dans les 2 années qui suivent, on a 2 autres groupes de Sœurs de Lorette qui arrivent du Kentucky pour renforcer les effectifs. Là, elles commencent à être assez nombreuses sur Santa Fe. Mais il faut attendre encore 15 ans pour qu'on commence à se lancer dans la construction de la fameuse chapelle qu'on vient de voir en petit dessin. Donc, il semblerait que les premiers plans de la chapelle soient établis vers la fin de 1872. Et d'ailleurs, dans les archives des Sœurs de Lorette, on indique que les travaux ont débuté exactement le 25 juillet 1873. Alors d'emblée, les religieuses ont placé cette chapelle sous la protection de Saint Joseph.
et en l'honneur duquel, indique Mère Madeleine, nous recevions chaque mercredi la Sainte Communion afin qu'il nous prête assistance. Pour la construction de la chapelle de Lorette, ou Loreto, hein, comme on veut, là aussi on fait encore appel à un Français. Jean-Baptiste Lamy s'est dit, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Antoine Mouly, qui est un Français. Alors je ne connais pas trop l'histoire d'Antoine Mouly, j'en suis désolé, hein, je ne connais pas toute sa biographie. En tout cas, je sais qu'il est architecte, il est appelé par Jean-Baptiste Lamy et il vient à Santa Fe pour présenter des plans à Jean-Baptiste Lamy, et ces plans s'inspirent fortement de la Sainte-Chapelle de Paris. Pour ceux qui savent, c'est une des plus belles chapelles de Paris et sans doute du monde. Le souci, c'est que Mouly, l'architecte, est atteint de cécité précoce, et donc il doit faire appel à son fils Projectus, c'est un prénom un peu étonnant, mais ça existe, qui a 18 ans et qui, lui, va dessiner les plans pour son père et prendre en fait en charge la maîtrise d'œuvre de la construction de la chapelle. Donc le bâtiment que Projectus et son père imaginent est un édifice assez imposant, 23 mètres de long, 8 mètres de large et 26 mètres de haut. Je crois qu'après, dans une image, on le voit. Voilà. Vous voyez, là, on est loin de la toute petite chapelle, c'est vraiment une chapelle importante. Et pour ceux qui connaissent un peu la Sainte-Chapelle, effectivement, il y a des éléments d'architecture qui sont vraiment très ressemblants. D'ailleurs, Mouly et son fils font venir des flèches, des vitraux, pour accentuer la ressemblance néogothique avec la Sainte-Chapelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs la chapelle Loreto devient la première structure gothique à l'ouest du Mississippi. Alors les travaux s'étendent sur 5 ans, donc ils travaillent vraiment beaucoup. Des fois, parfois il manque un peu d'argent, les ouvriers ne sont pas toujours très compétents, mais les sœurs de Lorette sont vraiment déterminées, sont poussées par leur foi, et donc elles pensent qu'ils vont arriver à finir le chantier. Sauf qu'à la fin du chantier, on constate une erreur, mais absolument grossière. On a oublié l'escalier qui doit mener de la nef vers la tribune pour la chorale. Donc là, il y a une erreur, mais alors énormissime, de l'architecte ou de son fils, on ne sait pas très bien. En tout cas, sur les plans, il n'y a aucun escalier. Et ça devient d'autant plus dramatique que lorsqu'on appelle des charpentiers en urgence pour faire des mesures et voir ce qu'on peut faire, tous avouent leur impuissance et tous disent il est impossible de construire un escalier ordinaire car il n'y a pas assez d'espace pour le positionner. Et donc deux choses l'une, là ils sont confrontés à un dilemme de deux choses l'une, soit on décide d'installer une simple échelle, mais c'est vraiment incommode et très dangereux, et puis vraiment très laid par rapport à la beauté de la chapelle, soit on se résigne à détruire toute la chapelle pour la reconstruire avec un escalier. Et là aussi c'est totalement impensable, on n'a pas l'argent ni le temps, voilà, c'est totalement impensable. Et donc là, ils sont face à un problème qui paraît insoluble, c'est on ne peut pas détruire la chapelle, on ne peut pas installer un escalier, en tout cas, il n'y aurait manifestement pas la place de construire un escalier tel qu'on l'imagine, et donc ils ne savent absolument pas quoi faire. Et c'est là que l'histoire, qui vraiment, pour l'instant, c'était de l'histoire, on va dire, voilà, c'est une histoire historique, religieuse, mais qui n'a absolument rien d'étrange, va complètement basculer dans l'étrange. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, on imagine bien que les sœurs de Lorette, apprenant la nouvelle, sont extrêmement désolées, mais elles ne perdent pas espoir. Ce sont des femmes, on l'a dit, déterminées, qui croient toujours, qui ont placé la chapelle sous la protection de Saint-Joseph, et donc elles font ce qu'elles savent faire le mieux, c'est qu'elles se mettent à prier. Et donc toutes les sœurs de Lorette présentes commencent à prier, et elles décident de faire ce qu'on appelle une neuvaine. Alors une neuvaine, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le monde religieux, c'est en fait une dévotion de 9 jours pour obtenir une grâce. Ça veut dire pendant 9 jours, elles vont prier tous les jours, tout le temps, pour obtenir une grâce. Et donc elles confient leur neuvaine, elles adressent leur neuvaine à Saint-Joseph, le patron de la chapelle. Et la mère supérieure d'ailleurs disait « Levons-nous une heure plus tôt chaque jour et réunissons-nous dans la chapelle pour prier ». Donc elles vont faire ça, pendant 9 jours elles vont prier, voilà, ça c'est l'histoire en tout cas telle qu'on la raconte, et on dit qu'à l'ultime jour de la neuvaine, après les 9 jours, après que les sœurs aient mis un terme à leur dévotion, elles ont reçu une visite inattendue. Et il y a un inconnu, avec un âne, il y avait un âne et une caisse à outils, et c'est tout, qui s'est présenté à l'entrée du couvent, et qui a demandé à parler à la mère supérieure. Alors, tout ce qu'on sait, c'est les sœurs qui auraient raconté que l'homme était âgé et il portait une barbe blanche. Mais on ne sait absolument rien d'autre.
Et donc, il aurait demandé à parler à la mère supérieure. Et donc, on lui a demandé, mais pourquoi vous voulez lui parler à la mère supérieure? Et il aurait répondu, je suis venu parce que je suis charpentier et je vais construire l'escalier dont vous avez besoin. Donc, la mère supérieure a reçu, bien sûr, l'homme en question, l'inconnu, a accepté l'offre, a dit, bah, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Voyons de quoi il est capable, puisqu'il nous le propose, pourquoi pas? Et donc, elle lui a ouvert les portes de la chapelle. Voilà. Ah, donc, l'homme s'est mis rapidement au travail. Et les sœurs l'ont observé de loin en disant mais comment va-t-il s'y prendre? Il a une caisse à outils, il a un marteau, une scie, une équerre, il a rien d'autre, il a rien d'autre. C'est léger. Et en fait, il a commencé à avancer, contre toute attente, il a commencé à avancer dans son entreprise et l'escalier s'est élevé peu à peu et plus rapidement que prévu. Alors là où c'est mystérieux, c'est qu'en fait, personne ne l'a jamais vu en plein effort, personne ne l'a vu travailler, parce que dès que les sœurs de Lorette entraient dans la chapelle pour voir ce qu'il faisait, il n'était pas là, ou il ne travaillait pas. Donc en fait, elles ne l'ont jamais vu construire l'escalier. Première chose. Après, il y a une chose encore plus étrange, c'est que l'homme en question ne semblait jamais fatigué. Pourtant, elles ont dit qu'il était âgé, mais il n'était jamais fatigué. Et puis, il n'avait pas l'air d'avoir toujours soif, enfin, il n'avait pas l'air de boire très souvent. Et puis, manifestement, il avait toujours du bois. Et elle n'avait aucune idée de la provenance de ce bois. Parce que, bien sûr, pour construire l'escalier, il faut du bois. Donc là, elle ne savait absolument pas d'où venait ce matériau. Et troisième chose aussi un peu étonnante, c'est que Mère Madeleine avait évoqué avec cet inconnu le paiement, bien sûr, elle lui avait dit mais on va vous payer pour votre travail. Et lui avait dit non, absolument pas, l'argent lui était inutile et qu'il fallait absolument pas l'ennuyer avec un sujet aussi trivial. Voilà, donc l'argent ne l'intéressait pas. Donc, les sœurs de Lorette, admiratives, un peu subjuguées, voient que l'escalier s'élève peu à peu et surtout prend la forme d'une double spirale, qui est une forme qui était absolument inconnue, inédite au Nouveau-Mexique à cette époque. Donc on ignore totalement le temps qu'il a fallu au charpentier inconnu pour finir son œuvre. On pense entre 3 et 6 mois, selon la tradition, la légende, mais ça c'est vraiment pas établi. Et lorsque l'escalier était terminé, voilà à peu près à ce à quoi il ressemblait sans la rambarde, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine l'escalier n'avait pas de rambarde. Donc je trouve encore plus impressionnant. Et en fait, quand l'escalier a été terminé, l'inconnu, le charpentier inconnu, a bel et bien disparu. Il s'est évaporé. On l'a cherché partout parce qu'on voulait le payer, mais on l'a trouvé nulle part. Mère Madeleine et les autres sœurs de Lorette ont arpenté la région, ils sont allés dans les scieries locales pour voir, déjà en se disant il va bien falloir qu'on paye le bois qui a été utilisé pour l'escalier. Mais en fait, tout le monde leur disait mais on ne sait pas de quoi vous parlez, personne n'est jamais venu nous voir pour acheter du bois. Et donc, cet escalier n'a jamais été payé. Donc ça, c'est déjà une première chose assez étonnante. Voilà. Alors, maintenant, si on s'intéresse un peu à la manière dont il a été construite, c'est vrai que quand on le regarde, on est saisi d'admiration parce que c'est vraiment, il a une forme absolument elliptique parfaite. C'est vraiment un chef-d'œuvre de charpenterie. Ce qu'on pourrait appeler un tour de force. Alors, c'est un escalier en colimaçon qui a une hauteur de 20 pieds, ce qui fait en mètres à peu près 6 mètres 70. Il fait 2 tours complets sur lui-même. Il n'est soutenu par aucun pilier. À l'inverse de la majorité des escaliers circulaires, qui ont des piliers, lui, tout le poids de l'escalier repose sur sa première marche, ce qui est assez incroyable. Ouais. Et la logique voudrait qu'il s'effondre au passage du premier téméraire, mais en fait, il y a des gens qui l'ont emprunté sans problème pendant plus d'un siècle, et l'escalier, bien sûr, ne s'est jamais effondré. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'architectes qui, à l'époque, sont venus voir cet escalier, qui étaient assez saisis d'admiration, en se demandant comment il avait été construit et comment il pouvait demeurer au fil des années, même au fil des décennies, comment il pouvait demeurer en aussi bon état après des 30, 50, 60 ans après avoir été terminé. Il y a aussi une chose qui laisse totalement pantois, c'est le fait que l'escalier n'a été construit sans aucun clou. C'est un assemblage complexe. Il n'y a aucune pièce métallique, aucune colle, et il se tient seulement par des chevilles en bois, qu'on va peut-être voir sur la photo d'après. Si je ne me trompe pas, voilà, ça doit être encore la suivante. Voilà. Là, on voit, en fait, il y a tout un système extrêmement sophistiqué de chevilles, et tout l'escalier tient comme ça, mais il n'y a pas un seul clou sur tout l'escalier.
Il y a un architecte contemporain, hein, donc vraiment là, du XXe siècle de Santa Fe, qui s'appelle Urban Weiner, qui est venu voir les courbes des limons. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'architecture et surtout de charpenterie, mais il a quand même constaté une chose, il a dit que la courbure de chaque pièce était absolument parfaite. Et il trouvait ça absolument incroyable qu'un charpentier des années 1870 puisse travailler seul avec des outils rudimentaires et fabriquer un escalier aussi parfait. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, donc on l'a vu, l'escalier ne comportait aucune rambarde. Les rambardes ont été ajoutées en fait vers 1883 par un menuisier du nom de Philippe Auguste Esch. Voilà, bon, ça c'est totalement anecdotique. Et à l'époque, il y avait des jeunes écolières qui avaient grimpé l'escalier et qui avaient été absolument terrifiées parce qu'elles pensaient qu'à chaque instant, tout allait s'écrouler sous elles. Et en fait, pas du tout. Ça avait très, très bien tenu. Alors, en ce qui concerne justement les marches de l'escalier, après plus de 100 ans, alors qu'elles ont été foulées par des milliers de pieds, elles sont usées que sur les bords. Ça aussi, c'est assez incroyable. Alors, c'est vrai qu'on ne sait absolument pas, et on va en reparler tout à l'heure, on ne connaît toujours pas l'origine du bois dans lequel est fait l'escalier. Mais en tout cas, les experts sont en tout cas certains d'une chose, c'est que c'est un bois granuleux et qui ne vient absolument pas du Nouveau-Mexique. S'il n'a pas été trouvé dans la région, d'où vient-il? Et comment on peut expliquer son incroyable longévité? Ça pour l'instant, on ne peut pas le dire. Iosef filii David, noli dimere, accipere Mariam, coniugem tuam. Quod in illumine anatum est, de Spiritu Sancto In memoria eterna erit justus. Il y a des symboles en fait dans cet escalier. D'abord, il a 33 marches, si on les compte. Or, 33, on sait que c'est un chiffre extrêmement important dans L'âge du la Christ. numérologie biblique, c'est l'âge du Christ au moment de sa mort. Voilà. Mais chaque marche fait 7 pieds de diamètre et 7 pouces de haut. Là encore, un chiffre hautement symbolique. Le 7 étant un des chiffres avec le 3 et le 12 qui sont le plus répandus dans la Bible. On sait que l'Église a 7 sacrements, etc. Voilà. Donc il y a déjà un escalier avec beaucoup de symboles. Bon, on peut les trouver soi-même. On peut aussi penser que ces symboles, il suffit de prendre des mesures selon un certain sens. On peut faire dire ce qu'on veut à un objet. En tout cas, on y trouve des symboles religieux, enfin bibliques. Et puis, il y a cette impression quand même d'escalier comme suspendu dans l'air qui renforce l'impression de miracle. Et c'est vrai que, en fait, il repose pas uniquement sur sa première marche, il est aussi solidement fixé à la tribune supérieure par la dernière marche. Et c'est la première marche et la dernière marche qui permettent à l'ensemble de tenir. Mais ça reste quand même quelque part extraordinaire, parce que ça ne va pas dans le sens des autres constructions qu'on connaît. Alors, il y a quand même encore 2 énigmes importantes sur cet escalier. La première des énigmes, c'est la nature du bois. J'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement en quel bois l'escalier est construit. Alors, on sait que le bois ne provient pas du Nouveau-Mexique, ni même des États-Unis, mais on pense qu'il viendrait peut-être de France. On se rappelle que l'évêque est français, les 2 architectes, père et fils, sont français. Et qu'ils ont fait venir des matériaux de France. Voilà, peut-être qu'on fait faire venir des matériaux, que le charpentier inconnu les aurait utilisés, pourquoi pas. En tout cas, officiellement, on ne sait absolument pas d'où provient le bois. Alors, on a fait quand même quelques sources, mais il n'y a pas eu non plus étrangement d'analyse scientifique très poussée. Il semblerait que ça soit du bois d'épicéa, mais on n'en est pas certain. Et alors, en 1994, il y a une analyse. Alors moi, j'ai lu quelque part les résultats d'une analyse, mais je n'ai pas trouvé la source. Donc, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Mais en 1994, il y aurait une analyse qui montrerait que ce bois serait une variété de cèdre que l'on trouve sur les bords de la Méditerranée entre la Palestine et l'Israël, et entre Palestine et Israël.
L'autre point obscur, outre donc la nature du bois, c'est la méthode d'assemblage des marches entre elles. A priori, il y a un matériau assez bizarre, assez particulier, qui remplirait le volume compris entre la marche et la contre-marche, et on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est quelque chose, une sorte de colle, on va appeler ça comme ça, qui permettrait en tout cas, entre la marche et la contre-marche, de leur permettre d'adhérer de manière indissoluble. Mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Voilà les deux mystères, on va dire, physiques, le bois et la colle, appelons ça comme ça, qui permettent aux marches de tenir ensemble. Iosef Ilida